Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Pierre Tessier et avant de débuter, je tiens à préciser que je ne suis pas un employé de la ville ni de l'arrondissement, mais plutôt un fier citoyen de Montréal à qui on demande de temps à autre d'animer des séances d'information comme celle-ci. Alors donc, j'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la soirée. Merci tout d'abord d'avoir répondu à l'invitation de l'arrondissement de Verdun pour cette séance d'information qui porte sur le réaménagement du parc Burling. Donc, essentiellement, je prends la séance a pour but de répondre à deux objectifs. Premièrement, présenter le projet de réaménagement. Et deuxièmement, et ça c'est très important, de répondre aux questions et recueillir les commentaires des citoyennes et des citoyens. Donc, on est vraiment là ce soir pour vous et vous présenter, mais aussi vous écouter, savoir ce que vous avez à dire par rapport à ce projet de parc de réaménagement. Donc, d'ailleurs, si vous avez des enfants ou des adolescents qui aiment profiter des installations sportives, ben, pourquoi pas les inviter à se joindre à vous pour peut-être intervenir. Donc, sûrement peut-être des choses intéressantes à nous raconter. Donc, si vous avez des enfants, des adolescents qui, on sait, vont sûrement profiter de ce parc-là, ben, c'est un bon moment pour les inviter à se joindre à vous et qui sait peut-être les inviter à intervenir pendant la période de questions. Donc, en raison de la pandémie, bien, vous aurez compris que la séance de ce soir doit se tenir en mode virtuel, donc en vidéoconférence, comme c'est le cas. Évidemment, les rassemblements sont toujours interdits, donc c'est pour ça que l'arrondissement a prévu de tenir cette rencontre-là. Mais on tenait à le faire, mais on va le faire de façon virtuelle. Donc, si on poursuit maintenant avec le déroulement de la soirée, je vous dirais. D'ailleurs, avant de vous présenter le déroulement de la soirée, si vous avez des problèmes techniques, il y a une ligne qui est offerte justement pour vous offrir un soutien technique et le numéro de téléphone est le 1-877-889-0620. Donc, le 1-877-889-0620. Si jamais vous avez des problèmes, le son ne fonctionne pas, l'image ne fonctionne pas, ben, il y a quelqu'un au bout du fil qui va être là pour vous répondre à vos questions, en fait. Donc, la séance d'information ce soir, elle est enregistrée. Elle sera disponible également sur le site de l'arrondissement de Verdun dans quelques jours. Et vous pourrez également retrouver sur ce site-là la présentation que l'on va vous faire ce soir. J'aimerais souligner la présence avec nous du maire suppléant, M. Pierre Lheureux, des conseillers et conseillères Sterling Downey, Luc Gagnon, Marie-André Auger et Véronique Tremblay. Pendant qu'on est en train de se préparer. Bonsoir. Donc, on va vous donner la parole tout à l'heure. Donc, permettez-moi maintenant de vous présenter le déroulement de la soirée. Comme vous verrez, c'est très simple. En fait, d'abord, après mon introduction, les élus vont vous souhaiter officiellement la bienvenue à tour de rôle. Ensuite de ça, il y a Mme Diane Vallée Mme Vallée, elle est chargée du projet à la direction de l'arrondissement. Elle va vous parler du contexte dans lequel s'inscrit le projet de réaménagement du parc Burling. Et tout de suite après, Mme Julie Mahoney, qui elle est conseillère en planification dans l'équipe des sports et loisirs, va vous présenter plus en détail ce fameux projet. Et par la suite, on va enchaîner avec une période d'échange, de commentaires et de questions. Et comme je l'ai dit tantôt, on veut vraiment vous entendre là-dessus. Et si vos enfants veulent participer, ils sont les bienvenus. Et donc, d'ici là, on vous demanderait, s'il vous plaît, de garder les micros fermés, d'écouter surtout et de conserver vos questions et vos commentaires pour la période qui est attitrée justement à cette fin pendant la soirée. Donc, je vous expliquais à ce moment-là le fonctionnement technique du système et des façons de prendre la parole. Vous verrez, c'est très, très simple. Donc, la présentation sera effectuée en français. The presentation will be in French. But you'll be able to ask your question in the language of your choice. So it could be either in English or in French. Donc, la présentation, je vous l'ai dit, est en français, mais vous pouvez poser les questions dans la langue de votre choix, que ce soit le français ou l'anglais. Et par la suite, M. Leroux viendra vous adresser le mot de la fin officiellement avant de se quitter. Donc, ceci met fin à mon introduction. J'invite maintenant le maire suppléant, M. Pierre Lheureux, à vous dire quelques mots. M. Lheureux. Oui, merci, M. Tessier. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Pierre Lheureux, conseiller d'arrondissement. J'agis ce soir en tant que maire suppléant en remplacement au maire Jean-François Parenteau qui ne peut pas être parmi nous ce soir, malheureusement. Alors, j'aimerais juste saluer mes collègues, Sterling, Luc, Marie-André et Véronique, et également souligner la présence d'autres membres de notre administration, en plus de Diane Vallée et Julie Mahoney, également Maude Robillard, ingénieure, Julie Lachapelle, chef de division relations avec les citoyens et communication, et Mathieu Robert-Perron, chargé de communication. Alors, nous sommes très heureux d'être réunis ce soir pour vous présenter un projet qui nous tient très à cœur, soit le réaménagement et l'amélioration du parc Burling. Alors, c'est un parc qui était très important pour nous et pour vous, sans doute,
parce qu'il est très utilisé par les résidents du quartier et aussi par de nombreuses associations sportives et organismes sportifs, comme celle du soccer mineur, où j'ai été coach pendant plusieurs années et également président. Donc, je connais très bien le terrain Burling et le mini-rugby également. C'est un terrain qui est également utilisé et fréquenté par les élèves des écoles du secteur, notamment l'Académie Burling. Comme ceux qui l'ont fréquenté, comme vous l'avez sans doute constaté en fréquentant le parc, c'est un parc qui a besoin un peu d'amour, hein, et puis qui a besoin d'être mis ou remis au goût du jour. Donc, on a de bonnes nouvelles à vous annoncer ce soir. Nos équipes ici présentes ont travaillé très fort pour vous proposer un projet de rénovation du parc. Donc, j'aimerais juste vous rappeler que ce soir est une soirée d'information qui est destinée à vous présenter le projet, mais surtout à vous écouter et à obtenir vos commentaires, à répondre à vos questions. Donc, nous serons ce soir, personnellement, et les élus, en mode écoute, et je vais laisser aux membres des services répondre aux questions que vous aurez à nous transmettre. Donc, on va se reparler à la fin de la séance. Je vous souhaite une bonne soirée. Je passe la parole maintenant à M. Sterling-Downey. Merci beaucoup, M. L'Heureux. Donc, merci tout le monde d'être ici ce soir avec nous. Je suis vraiment content d'avoir une belle participation de plus que 60 personnes ce soir. Comme M. L'Heureux y avait dit, like my colleague said, ce parc-là, ça nous tient à cœur. Moi, personnellement, j'ai un attachement personnel à ce parc-là. J'ai passé ma jeunesse, comme plusieurs de vous savez, je suis né à Verdun, je vis depuis toujours. Donc, j'ai passé ma jeunesse à jouer pour l'association soccer mineur, au soccer dans ce parc-là, l'association de baseball mineur. J'ai passé ma jeunesse à jouer au baseball dans ce parc-là. Et j'étais aussi à l'école secondaire de Burling Academy quand c'était Verdun Catholic à l'époque. Donc, j'ai beaucoup profité de ma jeunesse avec mes amis de l'installation de ce parc-là. Et beaucoup de mes amis d'enfance vivaient dans les alentours du parc, donc sur soit Brown ou sur Valleycat ou Burling. Donc, c'était vraiment un lieu de rencontre pour nous comme des jeunes et un lieu d'activité familiale et avec les associations. Donc, comme M. L'Heureux disait, ce parc-là, à travers des années, a changé beaucoup, ça a évolué. Comme vous le savez, les terrains de baseball ne sont plus là. Là, on parle d'utiliser l'espace pour agrandir pour les associations de soccer et de mini-rugby, donc qui est une belle affaire. Mais il y avait encore de l'espace dans le parc pour faire d'autres pratiques de sport. Et comme vous le savez, il a aussi été bonifié avec un module de jeu pour les familles. L'hiver, on a la patinoire de plaisance pour les familles ainsi que les bandes de hockey pour jouer au hockey. Donc, ce parc-là est vraiment un lieu de rassemblement pour la communauté et pour les gens de la communauté, des écoles primaires, secondaires, etc. Donc, l'idée ce soir, c'est de vous parler, de vous entendre sur les enjeux et de vous présenter, comme mes collègues y ont dit, les idées de comment on y va à l'avant pour bonifier la parc pour la prochaine génération de jeunes et de familles qui vont s'en profiter de ce parc-là pour les prochaines 25 ans, espérons. Donc, je vous remercie et je vais être là tout le long avec vous autres de la soirée. Merci. M. Gagnon. Bonsoir et merci de votre présence à cette soirée d'information et d'échange. Pour moi, c'est l'aboutissement d'une conversation que j'ai eue il y a quelques années. Au début de mon premier mandat, j'étais nouvellement élu et j'étais avec, si je me souviens bien, Joe Quinn et Mike Kennedy et durant le tournoi de la communauté irlandaise. Et il me faisait remarquer que l'état de 2 terrains sur 3 était d'un état lamentable vis-à-vis le goal, les buts. Et il dit, il faudrait vraiment rénover ça. Je dis, ouais, mais si on rénove ça, moi, je connais rien au tennis particulièrement, je suis un gars de vélo. J'ai dit, si on rénove ça, ça veut dire qu'on va entamer, vous ne pourrez pas avoir accès au terrain pour au moins 1 an. Fait que j'ai dit, j'ai vu les jeunes qui pratiquaient à côté du chalet de parc. J'ai dit, pourquoi on ne construit pas un 4e terrain? Quand ce 4e terrain-là va être construit, bien là, à ce moment-là, si on rénove un terrain qui est magané, qui est existant, on n'hypothèquera pas
la saison ou les tournois. Ça fait que pour moi, ça fait particulièrement plaisir ce soir de vous présenter le résultat de cette petite conversation innocente-là, qui a près de 6 ans pour moi. J'avais aucune idée comment on réaliserait ça, puis je suis heureux que finalement on réalise. Merci. Parfait, merci beaucoup, messieurs le maire suppléant, messieurs les conseillers également. Comme quoi, une conversation, des fois anodine, peut mener à de grands projets. Donc, écoutez, sans plus tarder, nous allons commencer la présentation officiellement, ce qui va vous permettre de mieux comprendre en quoi consiste le projet du parc Oberling. Et je vais donc céder la parole à Mme Diane Vallée, chargée de projet pour la direction de l'arrondissement de Verdun, et ensuite à Mme Julie Mahoney, conseillère en planification. Alors, Madame, la parole est à vous. Alors, merci, M. Tessier, merci, M. le maire et les conseillers. Alors, c'est avec plaisir qu'on va vous présenter le projet du parc Burling. Dans un premier temps, on pensait que ce serait intéressant de vous partager une petite mise en contexte. Vous connaissez bien l'endroit. Parc Burling, dans le fond, dans le quartier des Marchés Crawford, c'est un quartier très résidentiel, bordé d'un côté du canal de l'Aqueduc, de l'autre par le fleuve, caractérisé certaines rues avec une architecture assez typique. Puis, c'est un quartier aussi qui porte des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Si vous y résidez, peut-être savez-vous le rôle que certains des secteurs de résidence ont eu dans la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, le parc Burling comme tel porte le nom d'un héros de guerre. Les maisons et les noms de rue aussi. Alors, vous voyez ici une vue d'ensemble du parc et évidemment de l'école Burling Academy maintenant. Maintenant, ce parc-là, en 2007, on se disait que c'est intéressant des fois de faire un petit retour en arrière. Alors, on trouvait dans ce parc-là, comme vous voyez, 2 terrains de baseball avec les backstops en arrière. On revoit le chalet du parc. Vous voyez que ce parc-là a beaucoup évolué dans le temps. Puis on nous faisait remarquer qu'il y a même eu à une certaine période un panier de basketball qui était fixé au chalet du parc. Alors certains d'entre vous se rappellent probablement de cette époque-là aussi. Alors en 2019, le parc avait déjà commencé une transformation. Fait qu'on voyait ici un terrain de soccer, vous voyez le chalet du parc et les équipements de jeu qu'on y retrouve. Alors, avec le temps, les besoins en équipements sportifs ont évolué, le parc s'est transformé. Fait que maintenant, le baseball a laissé place au soccer, l'aire de jeu, et c'est un parc qui est quand même très fréquenté. Pour ceux qui sont amateurs d'histoire, ben, vous demandez Burling, ça vient de qui? Alors, c'est George Burling qui était un aviateur canadien. Okay, qui s'est battu à Rome, héros de la Seconde Guerre mondiale, qui a été dans les rangs de la Royal Air Force en Grande-Bretagne et en mer Méditerranée. 31 victoires aériennes homologuées. Alors, fut le plus grand as canadien de la Seconde Guerre mondiale, considéré par les spécialistes de l'aviation de l'époque comme l'un des meilleurs pilotes de la Seconde Guerre. Alors, vous pouvez être fier de demeurer à côté d'un parc qui rend hommage à cet aviateur canadien de grande importance. Maintenant, quand on regarde le quartier, alors quand on redessine un parc ou qu'on revoit des aménagements, on se prête à l'exercice de voir un peu ce qui nous entoure. Alors ici, vous voyez la densité de Verdun et de l'île des Sœurs, et particulièrement dans le secteur des marchés Crawford. Là, ici, on est plus du côté de Desmarchais, où on constate que c'est comme une densité moyenne. Et la population, c'est les groupes d'âge à considérer. Alors, on vous présente ici la strate des personnes âgées de moins de 14 ans qui se retrouvent quand même, quand vous voyez ici la couleur foncée, en grand nombre dans le quartier. Alors, d'où l'importance d'avoir des aménagements qui répondent aux besoins de cette clientèle-là. Le quartier est quand même intéressant à plusieurs égards. Vous voyez, bon, il y a le parc Burling ici, il y a l'école Burling Academy et aussi notre piscine intérieure là, qui est en dehors des périodes de pandémie très fréquentée. Le stationnement à l'arrière sert pour les gens, les usagers de la piscine. Il y a le parc et l'école Riverview que vous voyez ici, le parc Wilson.
la bibliothèque Jacqueline de Repentigny. J'espère que vous allez faire un tour pour emprunter des livres. L'école Notre-Dame de la Garde et le parc Coronation. Alors, c'est des installations que vous retrouvez, puis évidemment, le magnifique parc riverain et le canal d'aqueduc. Alors, c'est votre milieu de vie, alors c'est important. Puis quand on a regardé l'ensemble des besoins dans ce quartier-là, on a pris en considération ce qu'on y retrouvait aussi. Alors, des investissements dans les parcs, c'est toujours comme important, puis ça se planifie. Fait qu'on vous fait comme un petit retour sur l'outil budgétaire qu'on utilise pour faire des investissements dans les parcs, donc le programme triennal d'immobilisation, puis des investissements qui ont été faits dans les parcs à proximité de chez vous. Alors, il y a le parc Wilson où il y a eu la réfection complète des terrains de tennis pour les amateurs, puis où on a ajouté aussi des surfaces pour le pickleball. Il y a le réaménagement complet de l'aire de jeu que vous voyez ici, qui a été entièrement refait en 2018, où dans le fond, on a complètement transformé tout l'espace pour vraiment rendre les modules de jeu, le mobilier, les sentiers, tout ça, accessible à tous et accessible universellement. Fait que vous voyez bien ici là, un jeune en fauteuil roulant qui peut utiliser, tout en maintenant des modules de jeu fort intéressants là, pour l'ensemble de la clientèle. Si on regarde ensuite de ça, plus récemment, dans le parc riverain, il y a eu de l'ajout de mobilier urbain, des chaises longues, des tables de pique-nique, des bancs. 2020, il y a des bases de béton qui ont été installées, puis l'ensemble du mobilier va être finalisé cette année. Il y a l'ajout de luminaires qui est planifié. Il y a eu l'an dernier l'ajout d'un terrain de mini-soccer que vous avez certainement pu constater. Puis, dans les projets de 2021, évidemment, le parc Burling dont on va parler ce soir, puis le Boulingrin, le chalet et l'espace extérieur. Vous voyez ici le terrain du Boulingrin puis le chalet, dans le fond, où il y a comme déjà une utilisation là, qui s'est faite cet hiver là, pour permettre le prêt d'équipements pour les activités hivernales, raquettes, ski de fond, et qui, dans le fond, est en révision. Il y a des budgets qui ont été réservés pour faire des modifications, des améliorations à ces espaces-là, puis déterminer une vocation future. Alors maintenant, je vais passer la parole à Mme Mahoney qui va pouvoir vous présenter de façon plus spécifique le parc Burling et les aménagements prévus cette année. Merci. Absolument. Merci beaucoup, Madame Vallée. Bonsoir tout le monde. Oui, je vais pouvoir, maintenant que on a fait un peu le portrait de la situation et du contexte, je vais maintenant passer à la conceptualisation du parc Burling. En fait, de manière générale, les parcs peuvent avoir plusieurs vocations. Des fois, on leur prête une vocation de contemplation. D'autres ont une vocation plus culturelle et plusieurs ont un volet actif. Un parc à vocation active comme le parc Burling cherche à répondre à différents types d'usages. Vous avez ici 4 usages prioritaires d'un parc à vocation active. Donc, tout d'abord, un parc à vocation active veut des activités sportives qui sont gérées par des règles, des équipements, des installations spécifiques. On cherche également à inclure une pratique libre. La pratique libre, c'est quoi? En fait, c'est une activité qui est de plus en plus populaire et qui comporte peu d'animation, d'encadrement ou de crainte, de contraintes de temps, mais chacun peut faire un peu l'activité comme bon lui semble. En troisième lieu, le parc actif veut avoir également le jeu libre. Donc, les enfants peuvent suivre leurs propres idées puis avoir pas nécessairement un objectif ou un résultat en vue. Et finalement, l'usage recherché aussi, c'est l'activité physique avec qui permet de se dépenser physiquement. Puis les cours d'éducation physique de l'Académie Burling, entre autres, font partie de cette catégorie-là. Donc, pour permettre ces usages-là, on va changer de feuille, voilà. Pour permettre ces types d'activités à vocation sportive, le parc Burling offre différents usages en fonction des installations et des organismes présents. Donc, on retrouve une aire de jeu avec également l'hiver, on a du patinage. Donc, on a 2 patinoires. On a une patinoire de plaisance et une patinoire de hockey avec des bandes. On retrouve également des organismes bien établis. L'Association du soccer mineur de Verdun a ses quartiers généraux au parc Burling.
l'association utilise les 2 terrains de soccer existants actuellement sur le parc et aussi les espaces libres. Et puis, en fait, il s'agit de l'association sportive la plus grande à Verdun actuellement avec 900 membres quand on n'est pas en mode pandémie. Et voilà, donc ils utilisent également les installations du parc l'été pour l'organisation de camps de jour, où l'été dernier, il y avait déjà plus de 350 jeunes qui participaient. Une autre association qui est présente au Parc Burling, c'est l'association de mini-rugby, qui comprend une 50aine de membres et qui utilise également les terrains de soccer. Et finalement, on en a parlé, l'Académie Burling partage une clôture avec le Parc Burling. Donc, l'Académie utilise le Parc Burling autant pour probablement les cours d'éducation physique, mais aussi pour les périodes libres où les étudiants peuvent s'approprier les lieux. Donc, ça ferait le tour un petit peu pour l'identification des besoins du côté des organismes présents. Maintenant, ce que j'aimerais vous présenter, c'est l'arrondissement a procédé à l'identification des besoins. Avant de faire des investissements, on veut vraiment constater qu'est-ce qui est existant et qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui serait requis. Donc, l'arrondissement offre actuellement à ses citoyens 4 terrains de basketball à Verdun, au parc Arthur-Terrien. Il y en a un au parc George O'Reilly et il y en a 2 du côté de l'île des Sœurs, au parc Elgar et au parc Cour-du-Fleuve. Donc, on a déjà quand même assez d'expérience avec des terrains de basketball. Et du côté du soccer, on a 7 terrains. Donc, c'est sûr, on a Burling, on en a à l'île des Sœurs au parc Archambault, on en a également à Arthur-Terrien, à George O'Reilly et au parc Reine-Élisabeth. Dans l'étude d'identification des besoins réalisée par l'arrondissement, on souhaitait avoir également 2 nouveaux terrains de basketball et 5 nouveaux terrains de soccer. Et ces études-là sont vraiment basées, en fait, pour le basketball, on essaie de respecter les ratios et on les respecte de 1 terrain pour 17 000 habitants environ, qui est un peu la norme montréalaise, mais on est en deçà pour les normes du côté du soccer. On le voit en rouge. On a un ratio montréalais à 6 000 habitants pour un terrain, puis nous, on est à 9 000. Donc, c'est d'où le souhait d'aller chercher plus de terrains de soccer. Le souhait d'aller chercher plus de terrains de basket vient aussi du fait que le basketball et le soccer sont les 2 sports les plus pratiqués par les jeunes au Canada actuellement. Et le basketball est le sport qui est le plus en croissance. Donc, oui, on veut rester dans les ratios, mais pour rester dans les ratios, il faut rester actif et présent pour offrir des services aux citoyens. Donc, j'aimerais maintenant passer à la prochaine page pour vous présenter un petit peu les aménagements qu'on veut vous présenter ce soir, en fait. Donc, Verdun a pu mettre de l'avant des projets dont l'arrondissement rêvait depuis un certain temps. Je pense que les élus en ont fait mention déjà dans leur présentation au début. Donc, on s'est donné une priorité d'avoir des installations extérieures variées. On développe une nouvelle mouture de notre offre de services de proximité pour mieux répondre un petit peu à la promotion des saines habitudes de vie. Et pour ce faire, on offre un nouveau terrain de soccer à 7, donc c'est un 7 contre 7, un nouveau terrain de basket et on a quand même débattu longtemps d'être capable d'offrir ces 2 nouveaux équipements, mais est-ce qu'on devait garder une patinoire extérieure? Donc, on garde la patinoire à bande extérieure également. Et tout ça, c'est pour le parc Burling, effectivement. Diane, si on peut passer à la prochaine page. En fait, là, vous voyez devant vous, un peu, c'est l'image du parc Burling une fois que le projet d'aménagement va être complété. Je vais vous présenter un petit peu chacun des équipements, mais là, vous voyez vraiment l'ensemble du parc à l'été 2022, disons. Diane, je vais continuer. Voilà. Ah, non, si tu retournes juste un en arrière, les encadrés rouges, c'est simplement pour vous montrer c'est quoi les ajouts ou les changements qui ont été faits ou qui sont à faire dans l'année en cours, effectivement. Donc, voilà. Le premier dont je voulais vous parler, c'est les équipements qui sont déjà existants, que vous utilisez déjà dans le parc. Donc, le soccer à 11, qui est on peut jouer au soccer 11 contre 11, c'est quand même la pièce maîtresse du parc. De par sa longueur, on peut également aussi le diviser en 2 terrains pour faire des parties 7 contre 7. C'est important pour l'arrondissement d'avoir des terrains de soccer à 11 parce que c'est un prérequis pour des catégories d'âge dès l'âge de 12 ans environ.
et le terrain est clôturé pour éviter évidemment que les ballons puissent aller dans tous les sens, mais les portes restent ouvertes pour les citoyens pour avoir accès pendant l'été. Ensuite, on a déjà un soccer à 7. Donc, si vous avez vu sur la présentation, puis je vais revenir à la présentation d'ensemble, mais sachez qu'il existe déjà un terrain de soccer à 7 avec des accès, les 2 portes rouges que vous voyez. La porte du haut, c'est la porte qui donne accès directement à partir de l'Académie Burling. Et la porte à droite, c'est l'accès qui donne sur le parc Burling. Diane, si tu fais un clic simplement, voici, on ajoute une porte pour donner accès entre le soccer à 11 et le soccer à 7 pour vraiment garder pendant l'ensemble des travaux un aspect très sécuritaire aux travaux pour s'assurer que les usagers ne soient pas incommodés par les travaux, mais c'est une porte qui va servir également à la fluidité de la circulation par la suite. Donc, voilà pour le soccer à 7. On a également une aire de jeu. Donc, il y en a plusieurs qui le connaissent déjà. À l'entrée du parc Burling, on a 2 aires de jeu. En fait, il y en a une pour les 0-5 ans et une pour les 6-12 ans qui sont accompagnées de tables à pique-nique. Donc, ça ferait un petit peu le tour des équipements que vous connaissez déjà. Maintenant, je vais passer aux équipements qui sont à venir. Donc, vous avez déjà vu un terrain de soccer à 7, ben on rajoute un nouveau terrain de soccer à 7 en gazon naturel qui va être dans le fond droit, plus proche du côté de la rue Brown. Et ce terrain va venir un peu compléter l'offre de services de soccer au parc Burling. C'est un terrain qui, contrairement aux 2 autres, se veut non clôturé pour vraiment avoir une accessibilité à tous. On veut vraiment promouvoir le jeu libre, la pratique libre. Et ce terrain va venir être utilisé à d'autres fins que strictement le soccer également. On pense au camp de jour et aux enfants qui veulent simplement courir. En fait, là, vous voyez le terrain en rose, c'est le terrain dont je vous parle qui est ajouté. Et ce terrain-là, si on fait un clic supplémentaire, voilà. Donc, le terrain est déjà prêt, mais là, on veut laisser le temps à la tourbe de bien pousser, de bien prendre. Donc, le terrain va être clôturé du mois d'avril au mois de juin 2021, mais va être accessible par la suite pour la saison de soccer estivale. Il va y avoir également le chalet de parc qui aura une certaine cure de jeunesse sous forme d'une réfection. Donc, plusieurs travaux de maintenance sont prévus. On parle puis sont déjà en cours, en fait. Donc, le chauffage va être changé du mazout au gaz naturel, le toit, les fenêtres, les portes. L'arrondissement a vraiment un souci d'accessibilité universelle. Donc, on veut doter le chalet d'une rampe d'accès, de toilettes accessibles et éventuellement peut-être faire le chemin d'accès. Donc, ces travaux-là vont être en cours en parallèle avec la prochaine page qui est le fameux terrain de basketball. Donc, c'est des travaux qu'on essaie de sécuriser dans un même temps pour assurer d'incommoder le moins possible, évidemment, les citoyens. Donc, le terrain de basketball, c'est quand même nouveau au parc Burling comparé, si on veut, au terrain de soccer auquel on est habitué. Et puis, c'est un terrain qui est à l'image des autres terrains de basketball de l'arrondissement. Donc, c'est un terrain qui va avoir 6 paniers. On le voit sur la photo. Les 6 paniers permettent d'avoir plusieurs utilisateurs sur le terrain en même temps et favorisent aussi l'inclusion des jeunes et des familles. Donc, c'est pas exclusif à l'adolescent. On veut vraiment un multi-usage. Et donc, le terrain, pardon. Le terrain est de dimension reconnue par la Fédération québécoise et canadienne, donc va pouvoir tenir des parties normées, mais va pouvoir également avoir de la pratique libre. Si on va à l'autre page, on peut voir exactement où est situé en fait le terrain. Donc, le terrain est situé au milieu du parc et puis c'est pas anodin en fait comme localisation. En fait, le terrain au milieu du parc va permettre de réduire le bruit qui pour les résidences avoisinantes. Nous avons demandé que le terrain soit en acrylique, ce qui permet également une meilleure absorption du son des rebonds des ballons.
Nous sommes également renseignés auprès du poste de quartier pour comprendre s'il existe des enjeux autour des terrains de basketball à Verdun. Et les policiers voyaient vraiment le basketball comme une opportunité d'offrir aux adolescents une activité positive. Parce qu'on le sait que les adolescents sont déjà dans le parc, donc de canaliser l'énergie vers des activités positives, on avait vraiment un retour très positif de la part des policiers. Nous avons également regardé du côté de la luminosité possible. Diane vous a montré un peu l'ancienne version du parc Burling avec les fûts qui étaient en fonction des terrains de baseball. C'est les mêmes fûts lumineux qui sont actuellement sur le parc. Donc, on essaye de les conserver le plus possible. Il y a un fût qui va devoir être retiré pour l'aménagement du basketball, mais on va garder les lumières et les apposer aux besoins sur les autres fûts pour assurer une sécurité sans rajouter de la luminosité pour les résidences aux alentours. Et puis, c'est vraiment un terrain qu'on veut clôturer de août à décembre, là, vraiment où est-ce qu'il y a le carré rouge pour minimiser les chantiers. Donc, on veut sécuriser les chantiers à certains endroits très localisés pour être capable d'avoir accès au terrain de soccer à 11 et à 7 et également à l'aire de jeu pendant les travaux. Je passerai à la prochaine page. Voilà. Donc, je vous ai parlé plus tôt qu'on a pris la décision de garder la patinoire à bande extérieure également pour la saison hivernale. Donc, par contre, comme vous pouvez remarquer, la patinoire qui, sur l'image originale de Madame Vallée, était à l'horizontale, bien, la patinoire est maintenant à la verticale. L'objectif du changement, c'était quand même de vouloir protéger les nouveaux terrains de basket et de soccer, mais on voulait également garder la possibilité de faire du hockey à Burling. Donc, c'est une patinoire qui garde la même longueur de 136 pieds. Par contre, on a une largeur qui est retranchée de simplement 8 pieds pour faire une patinoire de 64 par 136, qui est une dimension adéquate pour une vocation de hockey. Donc, on gardait notre usage de hockey également, ce qui était vraiment quelque chose qui était important pour tout le monde à l'arrondissement. Et donc, si on peut passer à la prochaine page, voilà, c'est maintenant, vous voyez le plan d'ensemble du projet d'aménagement qui devrait être réalisé pour l'été 2022. Et puis, ça permettrait un petit peu de peut-être mieux comprendre qu'est-ce qui s'en vient dans votre parc. Donc, pour moi, ça ferait le tour de la présentation. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Mesdames Vallée et Mahoney. Ils vont être évidemment disponibles pour maintenant répondre à vos questions. Il y a également Madame Maude Robillard, qui est ingénieure chargée de projet, qui va peut-être se joindre à elle si nécessaire. En fait, avant de commencer, j'aimerais simplement peut-être vous rappeler quelques règles qui pour assurer le bon déroulement de la période de questions et de commentaires. Et justement, vous voyez là à l'écran présentement, pour la charte de participation, bien, gênez-vous pas. Je sais que des fois, ça peut être un peu intimidant de poser une question à travers une webconférence. Il y a une cinquantaine de personnes, mais encore une fois, il n'y a pas de problème. Regardez, on sait que vous ne faites pas ça de façon professionnelle dans la vie. Donc, gênez-vous pas pour poser des questions. On veut vous entendre, comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt pendant la soirée. C'est important, évidemment, aussi de respecter un certain décorum. Donc, un respect, une courtoisie. Donc, les questions et les commentaires qui ne respectent pas justement le décorum ou qui contiennent des propos déplacés ne seront pas répondus. Vous allez comprendre pourquoi. On veut pas que tout ça se déroule de façon respectueuse pour tout le monde. On vous demande aussi de limiter idéalement votre intervention à une question, à une sous-question, mais rien ne vous empêcherait par la suite de revenir pour poser une question. Donc, ce qu'on veut essentiellement, c'est de donner la chance à tout le monde de pouvoir intervenir. Et je tiens à vous rappeler que la séance de ce soir porte uniquement sur le projet de réaménagement du parc Burling. Pour poser une question, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, là, il y a en bas de votre écran à droite, il y a une petite main qui est marquée « Levez la main ». C'est votre ordinateur « Raise your hand » probablement en anglais. Donc, vous cliquez là-dessus puis vous dites « Moi, je veux poser une question ». Et à ce moment-là, c'est moi, ça va être mon rôle de vous donner la période, de vous donner la possibilité de pouvoir intervenir en direct pendant cette séance-là. Donc, évidemment, on va prendre les questions et les commentaires à tour de rôle et tout le monde aura évidemment la chance, on a du temps suffisamment, tout le monde aura la chance suffisamment pour s'exprimer. N'oubliez pas une chose, d'ouvrir votre micro au moment d'intervenir et de le fermer par la suite. Tout ça, c'est en bas de votre écran, au centre, vous allez voir, il y a un petit micro. La caméra, vous pouvez la mettre, on aimerait bien voir votre visage, mais c'est pas nécessairement obligatoire. Et n'oubliez pas par la suite
ensuite, une fois que vous aurez posé votre question, de baisser la petite main virtuelle après votre intervention. Si jamais vous êtes plutôt intimidé à poser une question de façon verbale, donc il y a toujours le volet chat qui permet également de poser une question. Donc, vous pouvez aller dans la petite section, le chat en haut, là, qui, tout dépendant de comment il est configuré votre ordinateur, là, moi je le vois en haut à droite à côté du petit bonhomme. Vous pouvez aller mettre votre question là-dessus. Et une fois qu'on aura terminé les questions qui sont posées de façon verbale, on va enchaîner par la suite avec les questions qu'on aura reçues par écrit à travers le module de chat qui est disponible également ce soir. Donc, deux façons de poser vos questions avec nous ce soir. Donc, gênez-vous pas pour poser des questions. On est là ce soir. Vous savez, des enfants, des adolescents qui veulent savoir comment ça va fonctionner, ça va coûter de l'argent, peu importe, il faut faire l'éclairage, à quelle heure on va pouvoir jouer ça. Merci le moment, justement, de poser des questions. Je vois qu'il n'y a pas encore de mains qui sont levées, mais gênez-vous pas, on est là pour ça. Vous pouvez également poser vos questions dans le module également de chat. Donc, on n'a pas encore de main levée. Est-ce que ça veut dire que le projet est clair Non, et mais... que tout le monde est entièrement satisfait du projet? Monsieur Tessier, il y a plusieurs mains levées. levées. Là. Ah, il y a plusieurs mains levées. OK, bon, parfait. 2, 4, 6, 8, 10 personnes. Ah, ben attendez un petit peu, je vais aller voir ici. Serait-il possible juste de quitter la mode plein écran, s'il te plaît, pour la présentation? Comme ça, on verrait tous les participants sur nos écrans. Oui. Merci. Parfait. Toujours plus plaisant d'avoir les visages des résidents et de tout le monde. Fait qu'on a M. Renfre. Oui. Attendez un petit peu, parce que là, je ne vois pas nécessairement les... On le voit dans l'onglet des participants en haut à droite. Il y a 62 participants. Oui, parfait, je vois bien ça. Et je vois aussi également, dans le chat, il n'y a pas encore de questions, mais... Si vous cliquez sur votre ensemble de participants, M. Tessier, c'est que vous allez voir tout apparaître vos mains levées. Ah, ben oui, parfait. On va y aller avec Ryan, ben c'est ça, j'ai difficile à prononcer. Ryan FR1, Ryan FR1, donc la parole est à vous. Vous pouvez poser votre question. Oui, j'imagine que c'est moi, désolée, c'est mon nom de travail. Donc, excusez, Frédéric Reynaud. Donc, je suis la maman de 4 enfants, dont 3 qui jouent au soccer. Et merci pour la présentation. C'est vraiment un très beau projet. Ma première question était à savoir si, parce que là, on voit qu'il y a encore la patinoire, mais est-ce que la patinoire de patinage libre sera encore présente en arrière du parc pour les enfants? Oui, je vois M. Darnay qui répond, mais peut-être Mme Mahoney qui voudrait peut-être... En fait, les deux patinoires vont être conservées. Les deux patinoires sont conservées, celle de plaisance, de famille et celle avec les bandes de hockey. OK, parfait. Puis ma sous-question serait aussi de savoir, parce que j'ai déjà eu des discussions sur les enfants qui escaladaient la clôture pour aller jouer au soccer parce qu'il y avait des cadenas. Alors, est-ce que les patinoires, excusez, on n'est plus dans le même domaine, là. Est-ce que les terrains de soccer vont être accessibles en tout temps ou va falloir que les enfants escaladent? En fait, je pourrais peut-être répondre à cette question-là. L'idée d'avoir les clôtures fermées, c'est souvent à la période du printemps où est-ce qu'on essaie de vraiment garder les terrains le plus possible en bon état. C'est la période la plus cruciale, en fait, pour s'assurer que les terrains soient en bon état pour l'été. Donc, dès qu'on peut permettre l'ouverture des cadenas, on le fait et les terrains sont accessibles à l'été. Mais c'est sûr que le nouveau terrain de soccer a une vocation plus versatile de multi-usage et ce terrain-là ne sera pas clôturé. Donc, vous aurez accès en tout temps. OK, c'est parfait parce que vous comprenez qu'on ne peut pas être derrière nos ados en train de les surveiller, en train d'escalader des clôtures et on trouve ça quand même assez dangereux. J'ai déjà eu des adultes qui ont escaladé la clôture et qui sont arracher un bout de main pour pouvoir aller jouer au soccer et on ne veut pas ça pour nos enfants. Ben non, effectivement. Merci beaucoup, Madame, pour votre question, votre intervention. On enchaîne maintenant avec Ariane Clément-Legrand.
Si vous voulez, peut-être, Madame, exactement, la parole est à vous. Bonjour. En fait, moi, j'ai une question par rapport aux aires de jeu. Je vois que c'est pas dans le projet de renouveler le mobilier d'aires de jeu. Est-ce que c'est une réflexion qui est en cours pour les prochaines années ou C'est ça peut-être pour Mme Mahoney? Effectivement, on a procédé à un audit des aires de jeu de l'arrondissement au complet avec une firme externe pour comprendre les enjeux de sécurité au préalable de certaines aires de jeu qui étaient peut-être plus problématiques que d'autres. Et l'aire de jeu du côté de Burling est considérée actuellement comme sécuritaire. Donc, c'est sûr que dans les priorités de mise aux normes, il y a une liste actuellement qui est en cours, mais c'est vraiment une liste qui est faite en fonction justement de pouvoir offrir aux endroits qui en ont le plus besoin actuellement. Parfait. Donc, c'est pas non plus une priorité d'avoir un petit peu d'eau, de jeux d'eau, par exemple, durant l'été au parc Burling, près des aires de jeu. Parfait. En fait, si je peux me permettre de compléter, dans les aménagements de parc, à chaque année, on refait l'exercice de revoir le PTI. OK? Ce soir, on veut entendre vos commentaires. Ce genre de commentaires-là, comme service, on va les ramener quand ça sera le temps de l'analyse des budgets pour la programmation du programme triennal d'immobilisation. Puis, on est aussi aux affûts de toutes les sources de financement possibles parce que dans certains cas, on a des opportunités. Quand la Ville de Montréal, exemple, annonce des programmes pour financer des nouvelles aires de jeu ou des réfections d'aires de jeu, ben on est toujours prêt, là, puis on a des équipes qui sont en mesure de justement préparer en conséquence. Fait qu'on prend bonne note de votre commentaire, puis c'est pas pour cette année, c'est pas dans la planification immédiate, mais ça ne veut pas dire que c'est exclu. Bien, merci beaucoup. Puis c'est un très beau projet. Félicitations à ceux qui ont travaillé là-dessus. Merci. Merci, Mme Clément Legrand. On enchaîne maintenant avec M. Luc Marcotte. Si vous voulez bien ouvrir votre micro, s'il vous plaît, M. Marcotte, la parole est à vous. Oui, bonjour. Ah, M. Luc Marcotte, excusez-moi, je lis les noms. Alors, oh, votre micro, est-ce que votre micro est ouvert? Est-ce que vous m'entendez? Ouvert, mais on vous entend. Oui, là, ça va. Ah, OK, je suis vraiment désolée. Oui, excusez, c'est le nom de mon conjoint. Donc, j'avais, en fait, première question, c'est par rapport plutôt aux éléments qui entourent les aménagements. En fait, première chose, c'est que je m'excuse, j'ai une fille de 2 ans. Donc, la première chose, c'est que moi, j'habite directement sur Burling, en face du parc. Là. Je suis direct dans le champ et les lumières lorsqu'il y a des lumières qui sont allumées au niveau du parc. Et il y a, dans le fond, je me demandais à savoir si au niveau de l'éclairage qui se fait, le fait comme ça que justement, au niveau de l'aménagement, à savoir si il y a un travail qui peut être fait au niveau de l'éclairage qui se fait vers les habitations directement sur Burling. Parce que c'est épouvantable, on dirait qu'il y a un soleil dans la chambre de ma fille. Je veux dire, c'est quand même assez quelque chose. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut être travaillé à ce niveau-là ou pas. Peut-être une question pour Mme Vallée? En fait, pour le moment, comme Mme Mahoney a expliqué, on n'ajoute pas d'éclairage dans le cadre du projet. Dans certains cas, il va y avoir des ajustements sur l'éclairage en fonction de l'orientation des équipements qui sont ajoutés. Il n'y avait pas une analyse qui avait été prévue là, de la luminosité. C'est quelque chose qu'il faudrait considérer. Là. On n'a pas votre adresse là, pour voir s'il y a moyen en même temps qu'il y aurait des ajustements, mais on ne peut pas. Les besoins d'éclairage est quand même là pour les installations sportives qu'on retrouve dans le parc. C'est un peu, des fois, il faut concilier un peu les besoins des uns et des autres. Mais si vous voulez peut-être nous transmettre vos coordonnées, là, où on a votre adresse de courriel, on pourra toujours voir s'il y a moyen de faire quelque chose, là, mais on ne peut rien vous promettre dans ce sens-là, mais on peut faire une vérification.
Juste de mentionner, Mme Vallée, si vous me permettez, il n'y a pas d'ajout d'éclairage dans le parc. Hein? Il n'y aurait pas d'ajout d'aucun éclairage supplémentaire ni de changement de positionnement d'éclairage. Donc, la situation que vous vivez actuellement qui n'est pas plaisant et donc on l'entend, puis ça ne serait pas empiré, en fait. C'est important de mentionner. On ne veut pas l'empirer. Parfait. Puis, en sous-question, c'est plus, je sais comme quoi qu'on parle de l'intérieur du parc, mais moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'extérieur du parc. À cause des terrains de soccer, l'achalandage, en augmentant un terrain de soccer, est-ce qu'on risque d'avoir des problèmes de stationnement assez importants sur les heures de retour à la maison? Parce qu'actuellement, c'est vraiment très compliqué se stationner quand il y a des matchs en été et que là, il y a à peu près 4000 parents qui débarquent pour pouvoir essayer de trouver un espace de stationnement. Et nous qui habitons sur la rue, après ça, d'essayer de trouver un seul endroit où est-ce qu'on n'est pas banalisé à cause d'une borne et sans devoir le déplacer la soirée même pour pouvoir continuer notre vie de famille. J'ai un questionnement par rapport à ça, à savoir si ça risque de poser problème. L'impact sur le stationnement. Mme Appali? En fait, dans les stationnements, ce qu'on a considéré, c'est qu'il y a quand même le stationnement de l'école Burling qui est juste en arrière, puis on peut aussi inciter les gens, là, je sais qu'il y a des gens de l'association de soccer mineur pour que les utilisateurs des terrains de soccer fréquentent plus le stationnement de l'école parce qu'il y a quand même un grand potentiel là en termes d'usage. Puis aussi inciter les gens à utiliser le transport actif, je veux dire, aller au soccer en vélo, quand on est dans Verdun, c'est tout à fait accessible. On a des magnifiques pistes cyclables un peu partout. Il y a des opportunités pour en même temps sensibiliser. Mais le stationnement, dans les analyses qui ont été faites, le projet, l'utilisation du stationnement nous semblait être vraiment la meilleure piste là, pour régler la problématique. Là. Madame Vallée, si oui? vous me permettez de répondre juste rapidement, le réaménagement des terrains de soccer ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura plus de joueurs de soccer qui vont fréquenter le parc. Ce qu'on va faire, toutefois, c'est qu'en ajoutant un terrain, c'est qu'on va enlever la pression sur les terrains actuels. Vous l'avez constaté, les terrains s'usent très rapidement à partir du début du mois d'août. On ne peut plus jouer. Il y a l'usure devant les terrains, les débuts de... Donc là, les U4 et les U5 vont pouvoir jouer sur les petits terrains. Donc, ça vient comme donner un peu de souffle au grand terrain, surtout le U11, le grand terrain, puis les U9 et les U7 qui est plus proche de la partie ouest du terrain. Donc, il n'y aura pas nécessairement plus de joueurs qui vont jouer. Là. On le souhaite, là, mais ce n'est pas l'intention. Mais on va enlever de la pression sur les terrains. OK. Ben, donc, en principe, pas trop d'impact sur les stationnements. Merci beaucoup, Madame, pour votre question. Je ne sais pas si c'est Mme Marcotte, mais je vais vous appeler Madame si ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de problème. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. On enchaîne maintenant avec Olga Witt. I just want to remind you that you can ask your question in English or in French, as you wish. Alors, Madame Olga Witt, oui. Oui, bonjour. C'était un peu pour ajouter à Mme Marcotte, je ne sais pas si c'est son nom, mais au niveau du stationnement, moi aussi, j'habite sur la rue Godin. Je ne veux pas nommer, mais les soccer moms envahissent carrément notre rue. Pas de présentation quand ils stationnent, c'est normal, ils ont une auto pleine d'enfants qui crient. Puis, des fois, c'est très, très compliqué de stationner en tant qu'habitant sur cette rue-là. C'est très compliqué de stationner après le travail. On est pris à marcher 3-4 rues avec notre laptop, notre épicerie. Donc, c'est sûr que, comme vous disiez, ça ne rajoute pas nécessairement de l'achalandage, mais est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de publiciser justement le stationnement de l'école? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant que ça peut être utilisé. Parce que c'est vraiment une frustration là, l'été. Tu dis, yay, je déménage à côté d'un beau parc, mais en fait, quand tu dis non, j'aurais jamais dû faire ça. Il y a M. Darnier, je pense, qui veut peut-être intervenir. Et Mme je voudrais juste rappeler à les résidents, donc on est conscient des enjeux de stationnement et vous avez pleinement raison autour des parcs ou des installations. Mais il y a le processus avec vos voisins. Si vous voulez, vous pouvez faire une demande à l'arrondissement pour du stationnement réservé sur rue, donc du SSR, et ça vous permettrait d'avoir des cases de stationnement réservées à les résidents. Fait que si vous constatez qu'il y a un enjeu,
je vous encourage de passer par le processus de l'arrondissement pour régler ça parce que c'est un autre enjeu et vous avez raison, mais c'est une façon de le faire. Pour qu'est-ce qui est le stationnement aussi de l'école, il faudrait que l'arrondissement prévoie avec la commission scolaire pour s'assurer qu'on puisse l'utiliser parce que c'est quand même un terrain privé. Et donc, on l'utilise présentement pour la piscine intérieure de l'arrondissement, mais il faudrait juste s'assurer que ça ne pose pas d'autres problèmes. Mais vous avez raison. L'école, c'est ça, comme vous avez mentionné, l'école utilise l'installation du parc. Je pense que ce serait juste que... Une échange. Oui, c'est ça. Oui, vous avez raison. Merci. Merci, Mme Witt. On enchaîne maintenant avec M. Jean-François Dubé. M. Dubé, la parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ma question est au niveau des terrains de basketball. Je voulais savoir s'il y avait eu, au niveau des terrains, des six paniers de basketball, est-ce qu'il y avait des paniers qui étaient censés être plus bas que ceux qui sont en ce moment prévus sur les différents terrains de basketball, autant pour les plus jeunes enfants que pour l'accessibilité universelle? Donc, je voulais savoir si ça avait été prévu. Question pour Mme Mahoney, je pense, vu que ça concerne le projet. Mme Mahoney? Effectivement, on voulait s'assurer d'un multi-usage. L'option a été considérée d'avoir du multi-hauteur. Par contre, l'option qui a été choisie pour être capable d'avoir des terrains qui puissent répondre également à une pratique encadrée, parce qu'on a quand même eu une demande d'avoir un encadrement d'organismes de basketball. Donc, c'était de concilier un peu les deux usages. Donc, pour l'accessibilité, l'option qui a été retenue, c'est d'avoir les 6 paniers pour permettre justement d'avoir des plus petits groupes et avoir des familles. Mais c'est un sport qui est en croissance. Donc, l'idée d'avoir du multi-hauteur, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup, peut-être dans les prochains, parce qu'on a d'autres idées aussi là, dans les besoins de basketball, donc peut-être de la garder en tête, effectivement. Donc, si je comprends bien, pour ce projet-là, il n'y aura pas de multi-hauteur, mais pour des projets éventuels, il pourrait y avoir de la multi-hauteur, même pas sur, mettons, 2 paniers sur les 6, sur le centre de la largeur, par exemple, pour jouer des matchs avec des plus jeunes enfants ou des pré-ados, mettons, qui sont moins grands. Donc, si je comprends bien, il n'y en a pas pour celui-ci, c'est ça? Ben, en fait, l'option du multi-hauteur qu'on avait évaluée, c'était l'option qui était arrivée de Villeray. Et puis, c'était sur un mur placardé. Donc, c'était pas dans le milieu d'un parc où est-ce qu'on était capable justement de faire de la pratique sportive plus compétitive. Fait que c'était peut-être l'endroit qui était moins bien ciblé pour faire ce type d'usage-là. Mais c'est une option qu'on a vraiment voulu, qu'on a regardé avec sérieux. Là, j'ai les plans de Villeray. Puis c'est quelque chose qu'on aimerait faire éventuellement. C'est bon, merci. Merci beaucoup, M. Dubé, pour votre question. On enchaîne avec Marie-Pierre Poulain. Madame Poulain, la parole est à vous. Oui, bonjour. En fait, j'ai une question sur l'achalandage en deux parties. La première, c'est que là, il y a beaucoup de sport pour l'été. Puis je me demandais, là, la patinoire se retrouve à être rétrécie. C'est une patinoire qui reçoit beaucoup de gens. Là, peut-être que c'est parce qu'on est en pandémie, mais c'est souvent très plein. Alors, je me demandais, bon, je comprends que là, les terrains vont peut-être être nouveaux, mais pourquoi pas mettre une plus grande patinoire sur les terrains de soccer? Est-ce que c'est parce que ça abîme les terrains trop? OK, parce que là, sinon, l'été, ils vont avoir plusieurs activités, mais là, l'hiver, ils vont avoir une plus petite patinoire, puis le reste, je trouve ça un peu tannant, le fait d'évacuer un petit peu la patinoire, parce que c'est un sport qui marche fort là, dans ce parc-là. Okay. Madame Mahoney, est-ce que c'est une question pour vous? Oui. Oui, je pourrais répondre. En fait, je suis contente que vous posez la question parce que c'est vraiment un des enjeux sur lequel on a tergiversé extrêmement longtemps. On voulait absolument garder la patinoire à bande pour offrir du hockey. L'idée, c'était de la réduire le moins possible, mais c'est sûr que de mettre la patinoire sur un terrain d'acrylique qu'on investit sur du basketball actuellement, ben on vient briser un peu notre investissement de basketball, puis c'est un peu la même chose pour le soccer. Donc, pour préserver les 2 autres terrains, on a maximisé l'espace entre les deux
pour la patinoire. Du côté gauche, sur la carte qu'on vous a présentée, il y a un fût de lumière qu'on ne voulait pas déplacer pour justement assurer une certaine luminosité en fonction de la sécurité. Et du côté droit, il y a le nouveau terrain de soccer. On a fait le test cette année et puis on s'est vraiment rendu à la limite du nouveau soccer. Ce que je vous dirais, c'est après de nombreuses conversations avec nos travaux publics, c'est que les patinoires de hockey dans les arrondissements, dans les parcs, ne sont pas normées. Donc, le 200 par 85 qu'on retrouve à la BBB, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans aucune autre des patinoires et c'est vraiment en fonction du terrain. Par contre, ce que je comprenais de nos travaux publics, c'est vraiment que la patinoire était déjà plus large que les normes habituelles de largeur versus longueur. Donc, de retirer 8 pieds n'était pas un enjeu actuellement qui avait été considéré comme problématique. Puis, on le voit là, cette année, je pense que la patinoire a été très bien utilisée. Justement, en pandémie, on a vraiment un besoin on se doit de répondre aux citoyens. Donc, pour le moment, on ne l'a pas vu comme un enjeu, mais c'est peut-être à surveiller, effectivement. Puis ma sous-question, en fait, là, je sors un petit peu du parc, mais ça fait des années que ça me fatigue. Moi, je reste aussi juste en face du parc, là, donc sur la rue Burling. Là, ça fait beaucoup d'achalandage. Il y en a qui ont parlé du stationnement. Je suis tout à fait d'accord avec ces commentaires-là. Mais moi, c'est aussi sur les dos d'âne. Je sais bien que vous n'avez peut-être pas de pouvoir là-dessus, là. Mais là, l'été, moi, je trouve ça vraiment très dangereux. Les gens vont vite. Ils ne respectent pas le 30 km/h. Donc là, si ça devient un parc de plus en plus fréquenté parce qu'il offre une multitude d'activités, je ne sais pas si la Ville a pensé à mettre des dos d'âne sur Burling parce que c'est dangereux pour des jeunes et des moins jeunes. Il y a des dos d'âne qui s'en viennent dans le plan de déploiement. Je pense que Burling est visé dans les prochaines années là, pour des dos d'âne, si je m'en souviens bien. Bon, absolument. Merci Parfait, beaucoup. merci. Merci, Mme Poulain, pour votre question. On enchaîne maintenant avec M. Simon Verrucci. M. Verrucci, la parole est à vous. Oui, bonjour. En fait, j'apprécie le projet. C'est bien reçu de ma part. Comme plusieurs intervenants qui ont parlé juste avant moi, moi aussi également, j'habite juste en face sur la rue Burling. Puis au niveau stationnement, c'est terrible. Si vous arrivez après 6 heures, vous êtes plus en moyenne de vous stationner jusqu'à quasiment 9 heures. Puis c'est pas vraiment de stationner sur la rue à côté, c'est de stationner à 10-15 minutes plus loin. Donc, vous parliez de vignettes, je sais pas si c'est moyen de mettre ça en place. Ça fait quelques années que j'appelle pour en mettre en place. Puis on me dit, étudie le dossier, mais il n'y a jamais rien qui se passe. Donc, je sais pas si au moins sur les rues principales, il y aurait moyen d'en mettre. Là, il y a quand même un côté qui n'a pas de résidence, que les gens peuvent quand même se stationner pour avoir accès, mais pour les gens qui habitent juste en face, ça serait important au moins de pouvoir que les gens puissent se stationner là, près de leur demeure. Madame Mongier, je pense qu'il voudrait répondre à la question, à votre commentaire, monsieur. Oui, en effet. Merci pour la question. On s'en doutait que le stationnement allait ressortir un peu ce soir. Puis dans les dernières années, on a modifié la procédure pour l'implantation de vignettes. Avant, c'était très compliqué. On procédait par un sondage. Premièrement, on validait auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, on faisait un relevé des plaques d'immatriculation pour vérifier qu'il y avait effectivement des plaques qui n'étaient pas associées à des adresses du secteur. Après, on allait chercher l'adhésion d'au moins 50% des résidents. Fait que souvent, ce pourcentage-là n'était jamais atteint. Fait que ce qu'on a implanté il y a 1 an ou 2, c'est qu'il suffit d'avoir un pourcentage minimal de résidents d'un même tronçon de rue qui en font la demande au 3-1. Je vous ai mis dans le clavardage le lien un peu plus haut, je pourrais le remettre. Donc, ça passe par le 3-1 et puis ça déclenche une analyse de nos services, en fait, qui voit à implanter. Dès qu'il y a un nombre minimal, je pense que c'est 2% des résidents d'un tronçon, donc c'est peu. Il envoie un avis aux résidents pour dire, ben voici des demandes des citoyennes ont été faites pour une vignette et puis les résidents ont 30 jours pour envoyer un courriel pour signifier leur opposition. Puis s'il y a plus de 50% des gens qui manifestent leur opposition, l'arrondissement n'ira pas de l'avant. Sinon, l'arrondissement implante, au départ, ça peut être 4 stationnements sur chaque côté de rue du tronçon. Puis selon la demande, à chaque mois ou assez fréquemment en tout cas, on évalue le nombre de vignettes vendues, puis on s'assure qu'il y a toujours à peu près un ratio de
Je pense que c'est maximum 1,5 vignettes de vendues pour les places disponibles. Donc, il y a, juste pour être sûr que quand on a une vignette, on trouve de la place, mais c'est pas quand même un stationnement privé réservé sur rue, donc il y a quand même un certain roulement. Mais donc, la procédure est simplifiée par rapport aux années antérieures. Merci pour l'explication. Donc, je sollicite les gens sur Burling à appeler pour qu'on puisse au moins mettre ça en branche. J'avais une deuxième commentaire aussi, comme la dame qui parlait sur Burling. Moi aussi, je suis juste tout simplement en face. Puis, en fait, là, le soir, là, avec l'éclairage, c'est vraiment là, terrible à la maison. Là. Je pense que j'ai plus d'éclairage le soir que dans le jour. Donc, peut-être qu'il y aurait moyen, peut-être juste de demander une photométrie, là, une étude d'éclairage le plus détaillée sur peut-être pas juste le terrain, mais sur l'autre côté de la rue. Là. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de mettre ça en place, parce que, comme je disais, le soir, c'est éclairé là, assez intensément jusqu'à quasiment 11 heures. Là, ou je ne sais pas s'il y aurait moyen de peut-être limiter les plages horaires là, après les joutes là, que les jeunes ont, généralement jusqu'à peut-être 8h, 8h30. S'il y a moyen de peut-être fermer les lumières à partir de 10h ou de 11h s'il n'y a pas moyen d'ajuster l'éclairage. Parfait. On a pris votre commentaire bien en note. C'était noté 2 fois plutôt qu'une ce soir. Merci beaucoup, M. Verrucci. On enchaîne maintenant avec M. Connor O. M. Connor O. Oui, bonjour. Bonsoir tout le monde. Votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bien. On ne vous entendait pas au début, mais on vous entend. OK, super. Oui, juste pour me présenter, moi, je suis un représentant de la club de rugby Montreal Irish. Alors, mon question, c'est plus pour le terrain de soccer principal. Est-ce que les filets et les poteaux vont être pour le multisport, alors pour le soccer et aussi le rugby? Est-ce qu'on sait ça? Peut-être pour Mme Mahoney, ça concerne le projet? Ben, en fait, je pense que ça sort actuellement du cadre du projet d'aménagement parce qu'on ne touchait pas au soccer à 11 actuellement. C'est parce que je comprends bien que vous ciblez le soccer à 11. Par contre, puis là, je sais que j'ai Audrey qui est avec nous. Si Audrey, tu as un petit peu plus d'informations parce que c'est vraiment toi qui es le lien avec les organismes au parc, je t'inviterai à compléter ma réponse. Bien, en fait, bonjour, Audrey Mondeau à l'arrondissement de Verdun pour les sports. Je vous invite à communiquer avec moi directement. J'ai envoyé un courriel. En fait, je vais demander votre adresse courriel, puis je pourrai vous communiquer directement pour justement prendre un contact avec l'association puis m'assurer de bien comprendre vos besoins puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. OK, super. Je partage ça par dans le chat ou… Si vous êtes à l'aise avec le chat, sinon moi, je peux demander à mon collègue qui a reçu l'ensemble des courriels pour la conférence qui me partage votre courriel à ce moment-là. Super, ça marche pour moi. Merci. Merci, M. Connor. On enchaîne maintenant avec M. Yann Roy. M. Roy, la parole est à vous. Oui, bonjour. D'abord, merci. C'est un super projet en tant que responsable du basketball, en fait, à Verdun depuis près de 6 ans avec plus d'une 60aine de jeunes. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir sur le bord de l'eau cet été, mais c'est effectivement un sport très populaire, très en demande dans le quartier. Moi-même, étant habitant tout près du quartier, j'ai un enfant qui joue au rugby et j'ai été longtemps impliqué dans le soccer. Donc, c'est super. Ma question, en fait, c'était par rapport au terrain de basketball. Au niveau des estrades, est-ce qu'on a pensé? Parce que, bien entendu, il y a quand même beaucoup de parents qui viennent, puis lorsqu'on parle de ligues un peu plus compétitives, ou du moins dans ces modes-là, qui sont de plus en plus populaires sur l'île de Montréal, et on est partie prenante là-dedans, est-ce qu'on a pensé aux estrades, que ce soit pour le soccer ou le basketball à proximité? Je ne suis pas sûre de les avoir vus sur le plan. Oui, je pourrais répondre à cette question. Oui. Bonjour, oui. En fait, il y a des estrades. Elles sont présentement derrière le chalet et elles sont emmagasinées de cette façon-là pour justement permettre les aménagements et les réfections, mais aussi parce que actuellement on a la patinoire. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir nécessairement des estrades permanentes, mais de pouvoir venir les déposer aux besoins, aux endroits opportuns. Donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va pouvoir justement entrer en contact avec vous pour vraiment voir où est-ce que vous aimeriez les estrades pour le basketball. Mais elles sont là et elles existent. Parfait. Mon autre question, c'était par rapport aux équipements
du moins au niveau du terrain de basketball, au niveau des dimensions, on le respecte et tout ça. C'est important, en ayant des clôtures aussi, d'avoir un dégagement, de penser à ces aspects sécuritaires-là, que ce soit au niveau des poteaux en acier, qu'on va aller mettre des protecteurs aussi matelassés, si on veut. Donc, de penser à ces éléments-là, ça serait important. La même chose, là, je pense qu'on avait parlé par rapport aux anneaux pour qu'ils ne soient pas trop rigides, les filets en chaîne, des choses comme ça. Puis je comprends aussi la question de M. Dubé par rapport, en fait, au basketball qui, selon les catégories en bas âge, ben effectivement, on ne joue pas sur les mêmes niveaux de panier. Et pour une initiation, ben il y a peut-être plusieurs façons qu'on pourra regarder. C'est une structure permanente, mais est-ce qu'il y aurait peut-être moyen d'avoir un équipement qu'on peut déplacer dans le cadre d'activités qui sont faites par des groupes ou des choses comme ça? Ça pourrait être intéressant parce que ça peut être effectivement des fois un frein à un jeune qui veut débuter et pourtant, c'est des choses qu'on pourrait régler assez facilement. Oui, il existe des paniers qui se redressent assez facilement, mais peut-être que ça pourrait être un enjeu aussi au besoin. Et aussi une autre question au niveau des échanges de bons procédés avec peut-être l'Académie Burling qui pourrait profiter des terrains de basketball, des installations qu'on a. Ben, à l'inverse, on a toute une difficulté à avoir des gymnases, en fait, pour pratiquer le sport l'hiver. C'est un sport d'hiver aussi qui se pratique. Donc, il y a peut-être une piste là, à une collaboration par rapport à ça. La ville, mais qu'on peut, sachant que dans l'arrondissement, on n'a pas, comparativement à d'autres arrondissements qui sont avoisinants, un centre qui nous appartient à la ville et dans lequel on peut supporter ces organisations-là. On est tout le temps au détriment des commissions scolaires par rapport à ça, puis on a toutes sortes de difficultés par rapport à ces éléments-là. Parfait. C'était plusieurs questions, mais c'est bon. Ben, des bons points et des bons commentaires aussi. Je ne sais pas si on a des choses à rajouter. Je ne pense pas. Je pense qu'on a pris en note vos commentaires. Il y a des gens qui commencent à s'impatienter en disant quand est-ce qu'on va prendre des questions dans le chat. Ça s'en vient. Il reste 2 intervenants, puis ensuite, on va passer aux questions qu'on a reçues dans le chat. Oh, il y en a 4 là. Alors donc, on enchaîne maintenant avec Lisa Caroline Guérin. La parole est à vous, Mme Guérin. Oui, bonjour. Moi, c'est Kevin Kubik. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de... Désolé. C'est ma copine, Lisa Caroline. Moi, je suis habitant de Verdun depuis 97. J'ai quitté pendant 10 ans à Toronto, puis je suis fièrement de renouveau de retour. Je dois dire que je suis vraiment content de voir quelque chose, un mouvement pour le terrain de soccer et l'espace libre du Parc Burling. J'ai joué au soccer ici à Verdun, puis j'ai aussi arbitré. Alors, je peux constater que le terrain en tant que joueur, il n'est pas très, comment je peux bien dire, sécuritaire pour les jeunes. On trouve encore de la mauvaise herbe, on trouve des trous, des bosses. Tu fais une passe de ballon droite, tu ne sais pas si le ballon va se rendre à l'autre personne ou il va avoir une déviation et perdre contrôle du match. Mais ça peut aussi envisager pour avoir des blessures aux jeunes. Puis en tant qu'arbitre et joueur, c'est quelque chose qu'on voudrait prévenir et que ça n'arriverait pas à nos jeunes parce que, je veux dire, on ne veut pas avoir une entorse, une cheville ou une blessure quelconque et que ça soit la fin du jeune qui ne veut plus jouer après ça au soccer. Donc, votre question... Ma question, c'est pour donner, est-ce que le terrain en tant que tel va être réaménagé? Est-ce que ça va être un terrain synthétique? Est-ce que ça va être un terrain naturel? Est-ce que, voilà, c'est ça ma première question sur le terrain en tant que tel de 11 contre 11. Parfait. Madame Mahoney, sur Ben oui, en fait, le terrain 11 contre 11 actuellement sort du cadre du mandat d'aménagement qu'on a parce que c'est vraiment pour l'aménagement du nouveau soccer à 7 et du terrain de basket. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les travaux publics sont très au courant des enjeux de maintenance du gazon naturel. On sait qu'au-delà de 14 heures de pratique sportive par semaine, on a des enjeux de maintenir un gazon de qualité pour nos joueurs
joueurs de soccer. Et je vous dirais qu'il y a eu une expertise quand même intéressante qui a été développée du côté de nos travaux publics pour justement avoir une maintenance qui se fait à l'automne et au printemps, d'où le fait pourquoi, je reviens un peu à la question initiale, pourquoi les clôtures sont barrées en début de saison. C'est vraiment pour prévenir un peu l'usure hâtive des terrains. Puis je vous dirais que ça fait 2 étés qu'on a vraiment des beaux gazons. On a augmenté la qualité de la maintenance. C'est sûr que c'est un terrain qui, à la base, est un terrain très sableux et difficile d'entretien, mais on est très au courant du dossier et c'est pour ça qu'on prend les mesures pour l'améliorer le plus possible. Cool, super. Et une deuxième question, le chalet en tant que tel, est-ce qu'il va y avoir une totalité de rénovation ou est-ce qu'il va y avoir juste des nouvelles alternations pour l'accessibilité et ainsi de suite? Ou est-ce que c'est juste les petits détails qui vont être changés? On ne parle pas de travaux majeurs, on ne parle pas de travaux de reconstruction, on parle vraiment d'amélioration pour le bâtiment. Donc, le système de chauffage, les fenêtres, la toiture, l'accessibilité universelle. Par contre, il y a aussi, il y a eu une fontaine d'eau qui a été ajoutée récemment. Donc, c'est vraiment, on est dans le pratico-pratique actuellement. OK, super. Merci beaucoup pour vos questions, vos interventions. Merci beaucoup, c'est bien apprécié. On enchaîne avec Nadia Lépine. Excusez-moi, si vous me permettez, je vais rajouter un petit commentaire sur. Oui, M. Lheureux. Parce que ça vient expliquer pourquoi, entre autres, on met des clôtures. Naturellement, c'est pour éviter qu'on y joue. On joue sur le terrain l'automne et le printemps. Mais également, les jours de pluie, les gens le savent très peu, mais la pire chose, c'est de jouer au soccer sur un terrain de soccer le jour où il n'y a plus abondamment. Donc, c'est très important de respecter les consignes parce que le terrain se brise justement lorsqu'on joue sur un terrain qui est trop humide. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il faut un contrôle du terrain très serré. Je peux vous assurer que depuis 15 ans, je peux en témoigner, là, les terrains se sont améliorés beaucoup. La qualité des terrains dans l'arrondissement se sont améliorés beaucoup grâce au service. Puis il y a une approche un peu innovante également à l'entretien des terrains. Excellent, merci pour ce complément d'information. On enchaîne avec Nadia Lépine. Il y avait une question également, Mme Lépine. La parole, M. Lépine, on ne sait plus aujourd'hui. La parole est à vous. C'est vous, c'est Mme Bonjour, Lépine. vous m'entendez? Très bien. Vous m'entendez? Oui, OK, très bien. super. Bonjour. Merci pour le projet. C'est génial. Dans le fond, on est utilisateur du parc énormément été comme hiver, soccer, hockey, le parc, tout ça. Ma question, c'est une question plus un petit peu reliée à la sécurité. Donc, on accède principalement au parc à partir de la rue, donc, Burling. Et je sais qu'il faut une entrée pour les voitures parce qu'entre autres, l'hiver, on arrive avec la petite Zamboni, tout ça, pour la ville, pour venir entretenir les terrains, tout ça. Mais il y a souvent des voitures qui rentrent peut-être un peu rapidement. Là, puis on passe à côté du parc, c'est très achalandé. Cet hiver, effectivement, le patin, quelqu'un qui disait qu'il y avait beaucoup de monde, c'était fou, ça a été super utilisé, c'était super le fun. Mais il y a quand même des voitures qui rentrent, qui ne devraient pas rentrer là. Donc, je ne sais pas s'il y a un plan, en fait, pour que l'accès soit vraiment dédié à un accès pour entretien pour la ville, donc à peut-être fermer les clôtures d'une certaine manière. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, ou ma sous-question, c'est en lien à l'achalandage. Je pense, moi, je n'habite pas directement à l'entour, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui utilise ça, mais on est beaucoup qui viennent à vélo, en fait. Mais il n'y a pas beaucoup d'installations pour les vélos au parc, en fait, puis pour favoriser, puis inciter, je pense, les gens à venir à vélo, là, finalement. Donc, voilà, les deux questions. D'abord, première question sur la sécurité des voitures, peut-être pour Mme Vallée. En fait, c'était peut-être pour l'aménagement du chemin, donc je pourrais peut-être la prendre si… Parfait, Mme Marmonnet. Oui. En fait, c'est intéressant que vous parliez de cette situation-là parce que c'est une situation pour laquelle on est très au fait. On espère que ce chemin-là soit un chemin vraiment pour nos travaux publics quand c'est nécessaire d'avoir un accès au parc, justement, et d'avoir un accès au chalet. Donc, c'est sûr que pendant qu'on fait des aménagements importants, que ce soit du côté du basketball ou du chalet, on ne pouvait pas penser refaire le chemin d'accès. Cependant, c'est dans les plans
pour l'année prochaine, du moment que les aménagements sont terminés, qu'on puisse refaire le chemin d'accès et qu'il puisse y avoir un aménagement paysager plus intéressant, probablement avec des arbustes et un petit peu plus de qualité supérieure également, parce que je comprends aussi que l'asphaltage actuellement est un petit peu caïn-caïn, si on veut. Donc, oui, on est très conscient, mais on ne pouvait pas le faire avant de faire les aménagements. Peut-être pour répondre à la deuxième question, mais je pense que Mme Vallée pourrait aussi compléter. Quand on parle d'équipements supplémentaires, des racks à vélo, du mobilier urbain, ça peut venir en deuxième temps. Généralement, on fait les aménagements importants au préalable, puis on prend bonne note de votre demande pour la suite, parce que ça vient vraiment se poser une fois que l'aménagement est terminé. Parfait. Super, merci. Je compléterai juste pour dire. Oui, Mme Vallée. Oui, en complément par rapport au sport à vélo, s'il y a un besoin, puis si ça contribue à réduire le nombre de véhicules qui se rendent au parc, on peut regarder là, des installations temporaires. Là, ça se fait dans différents projets d'aménagement. Alors, je prends bonne note là, du besoin pour ces installations. Je peux confirmer qu'il y a un besoin. Oui, merci, puis même dans nos autres parcs, on a un enjeu avec ces genres d'affaires-là et on le revoit présentement. Oui, merci. Excellent. Merci pour votre commentaire, Mme Lépine. On enchaîne maintenant. Il reste 2 questions maintenant qui nous restent de façon verbale. Ensuite, on enchaîne avec les questions du chat. James Acker. Donc, M. James Acker, la parole est à vous. Bonsoir. I'm going to speak in English if that's okay. Okay. That's okay. Parce que je suis plus confortable en anglais. No problem. I'm also with the Montreal Irish Rugby. I'm the president of the rugby club. I just wanted to thank everybody for this project. It's great to see positive developments in Verdun. And we're really happy. I've been texting on the side with the coaches of our youth programs who operate there. We have 50 plus kids there every Sunday. And I know their biggest concern is the refinishing of the main field. And they really want it to be taken in consideration to use synthetic there because of the extension of the season, obviously into spring and autumn, as well as the reduction in maintenance. As several people have mentioned, there's a lot of pressure on the fields. And they believe that synthetic fields would have a positive impact on that. So it's not really a question, just a small commentary, and thank you. And I also noticed in the chat that people talked about a plaque to commemorate the namesake of the park, George Screwball Erling. It's a fantastic nickname, and I second that. I think that would be great. I had never heard of who it was named after, and I think that's a fantastic initiative. So, merci tout le monde. Thank you, Mr. Hacker. Thank you very much for your comments. On continue maintenant avec Starbuck 13. Starbuck 13. Alors, oui, bonjour. Oui, bonjour, Simon Bégin. Oui, président du quartier. Désolé, c'est un vieux surnom. Ma question est par rapport au terrain de basketball. Je serais curieux de savoir les heures d'utilisation du terrain qui sont prévues. Étant donné que je suis utilisateur des 2 autres terrains de l'arrondissement et que ces terrains-là ne sont plus difficiles d'utilisation après le coucher du soleil. Donc, étant donné que ce terrain-là comprend des lumières, est-ce que les heures d'utilisation vont être plus importantes? Vas-y, Julie. Ouais. En fait, du côté des heures, on doit suivre la réglementation des parcs. Donc, l'utilisation peut se faire du parc jusqu'à 9 heures le soir. Le fait qu'on a des fûts lumineux va pouvoir justement aider à l'automne et en saison où est-ce qu'il y a vraiment plus, il y a moins de soleil le soir, mais on reste dans les règlements municipaux actuellement. Parfait. Merci beaucoup. On enchaîne maintenant avec la dernière question, en fait, posée de façon verbale, avec Nadia Lépine, qu'on revoit pour une 2e fois ce soir. Madame Lépine? Je suis... Ah,
Désolée, je Bon, suis bon, celle qui a oublié de baisser sa main. Mais... Ah, parfait, excellent, il n'y a pas de problème. Donc, on va enchaîner maintenant avec les questions qu'on a reçues à travers le chat. Question maintenant de Paul Belair. Très beau plan d'aménagement, merci. Avez-vous prévu des mécanismes pour éteindre les lumières lorsque le parc n'est pas utilisé? Par exemple, des détecteurs de mouvement ou quelque chose du genre qui augmenterait aussi la sécurité des usagers. Donc, il arrive souvent que les lumières sont allumées alors que c'est inutilisable, genre entre les saisons, par exemple, ou simplement pas utilisé. Donc, des efforts pour réduire la pollution lumineuse seraient appréciés. Est-ce qu'on a prévu quelque chose de cette nature, Madame Mahoney? Oui, puis en fait, je pense que M. Sterling va peut-être vouloir compléter, mais on est très au courant de la problématique lumineuse actuellement. On est sur un système automatisé et les lumières ferment d'office à l'heure planifiée. Par contre, c'est sûr qu'il y a eu des problématiques où les lumières ne se sont pas fermées. On est au courant. Si ça arrive, s'il vous plaît, le mentionner au 311. On essaie de répondre le plus rapidement possible. Dès qu'il y a une nuisance lumineuse, on est très sensible à ce fait-là. Mais c'est sûr qu'on est sur un système automatisé actuellement. Donc, on se fie aussi sur vous pour nous avertir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parfait. Excellent. On y a pensé. Monsieur Darnay, est-ce que vous avez... En fait, je voulais juste... Madame Mahoney, elle a très bien expliqué. On l'avait déjà discuté. On avait prévu. On reçoit beaucoup d'interventions des résidents qui vivent alentour du parc à cause de l'éclairage des fois qui reste allumé longtemps. Donc, nos services sont très conscients et sont là-dessus pour trouver des solutions. Et on s'excuse pour ces angoisses-là. Des fois, la technologie nous échappe. C'était supposé de rendre la vie plus facile, mais des fois, ça peut compliquer la vie aussi. Donc, on s'excuse pour ça. I also just wanted to do an intervention quickly for James Acker in English. Just quickly, Mr. Acker, you're right. You know, we've gone back and forth about the quality of the fields many times, and we're hoping that. And I also know that you've had a lot of problems with mini rugby to actually get field time, to reserve field time, because there's such a high demand for those fields. So we're hoping that with the addition of this new field in the corner, it'll help with the rotation of the fields in terms of their maintenance and the grass regrowth and all those things, but also create a new field to hopefully alleviate and take away some of the pressure on some of the hours of that aren't available right now for reservations, and hopefully it'll increase the availability of some fields for organizations like the mini rugby who, have to, instead of doing it at 9 o'clock in the morning or whenever, or sorry, in the middle of when it's super hot and sunny, some of the hours that you've gotten, it's not easy for kids. And so hopefully that'll help out a little bit too. And we'll continue our conversations with you about that. Merci beaucoup. Parfait, merci. On enchaîne maintenant avec une question de Patricia qui veut savoir, est-ce qu'il y a un plan pour renouveler les tables en métal dans l'aire de jeu? Elles sont brisées et le métal peut blesser les enfants. Je ne sais pas, soit Mme Mahoney, Mme Vallée, une des deux. Concernant les tables en métal. Ben, en fait, pour le moment, les tables en métal n'ont pas été ciblées dans les rapports actuels. Par contre, c'est un enjeu de sécurité, c'est un enjeu qui va être pris très au sérieux et qu'on prend note ce soir pour évaluer, pour faire revenir. L'idée de la priorisation des aires de jeu, c'est vraiment de s'assurer qu'on les renouvelle dans les temps. Donc, oui, on en prend note et on va continuer l'évaluation pour pouvoir remédier à la situation. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. On enchaîne maintenant avec une autre question de Catherine des Hôtels qui veut savoir quel est le coût total du projet de rénovation et est-ce entièrement assumé par l'arrondissement dans son budget PTI? Donc, une question qui s'adresse peut-être à M. le maire suppléant ou Mme Vallée. Mme Vallée, je vois que vous avez ouvert votre micro. Oui, en fait, on ne vous entend pas, par exemple. Vous m'entendez pas? Bon. Oui, on vous entend. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait répondre? Ah, on vous entend, je pense, Mme Vallée. Parfait. Alors, dans le fond, c'est un projet qui est dans le cadre de notre programme triennal d'immobilisation. OK? Alors, le budget cette année, là, il va falloir, je vais faire une petite recherche, puis je le mettrai sur le clavardage. Parce que l'année passée, on a investi, on en a remis cette année. Et bon, les dernières estimations, là, je ne les ai pas en tête, là, mais je vais
sortir le chiffre, là, on l'a disponible rapidement. Excellent, merci. Question maintenant de Guillaume Proux, qui est une suggestion aussi. Donc, pour rendre hommage à M. George Burling, que pensez-vous d'ajouter une plaque commémorative avec son histoire et ses faits d'armes? Est-ce que c'est quelque chose auquel on a pensé? On a présenté tout à l'heure un peu les exploits de M. Burling, mais est-ce qu'on pourrait mettre une petite plaque à l'intérieur du parc pour un peu rendre compte de ses faits d'armes? Si vous me permettez à répondre, pour la part qu'on pourrait discuter dans l'avenir, mais présentement, juste pour que vous sachiez, M. Proux, présentement, il y a un projet de réfection du parc du souvenir en face de la mairie où se retrouve notre monument pour la Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc, il va y en avoir une bonification de ce monument prochainement. Il y a aussi une exposition virtuelle que nous avons faite pour célébrer le 100e anniversaire de la Légion royale canadienne de Verdun. Donc, il y a plusieurs actions dans l'arrondissement pour justement reconnaître nos anciens combattants. Mais ça pourrait être discuté en courriel, mais peut-être pas ici ce soir, mais je serais content de vous parler de futurs projets pour commémorer nos anciens combattants. Parfait. Excellent. Merci, M. Darnier. On enchaîne maintenant avec une question de M. ou Mme Huot. Là, c'est marqué seulement S. Huot. Considérons-nous éventuellement faire une surface de hockey sur la patinoire pour l'été? Peut-être une question pour Mme Mahoney. Je suis désolée, je n'avais pas mon micro ouvert. En fait, l'idée à la base, c'était de voir si on pouvait faire une patinoire permanente ou non. C'est pas une mauvaise idée. On peut retenir l'idée. C'est pas l'idée qui avait été qui avait été retenue parce qu'on se concentrait sur un terrain de basket et on avait essayé de mettre les deux ensemble et on n'avait pas retenu l'idée de mettre le basket avec le hockey de façon permanente pour justement de pas détériorer l'acrylique, mais de faire une patinoire à part entière s'il y a un besoin puis une volonté. C'est peut-être un besoin qu'on peut prendre en note aujourd'hui. Excellent, parfait. Autre question maintenant, je n'ai pas malheureusement le nom de la personne qui l'a posée, mais on veut savoir, est-ce que le chalet est accessible en hiver? Est-ce que le chalet qu'on a vu tout à l'heure sur les photos est accessible en hiver? Mme Mahoney, encore une fois, je pense que c'est pour vous. En fait, le chalet cette année ne l'est peut-être pas en raison de la pandémie. Par contre, oui, il serait éventuellement accessible et il l'a été par le passé. Peut-être que Audrey a d'autres informations à vous fournir à cet effet. Elle veut justement intervenir, elle lève la main. Mme Mondou, la parole est à vous. Oui, en fait, je vais préciser, normalement, pendant la saison d'ouverture des patinoires, le chalet est accessible pour justement enfiler, retirer les patins. Cette année, ça n'a pas été le cas avec les mesures sanitaires. Donc, on va voir à l'avenir. Mais en dehors des heures de patinoire puis la saison estivale, effectivement, le chalet, pour sa part, est fermé. Excellent. Merci pour ces précisions. Très utile. Question maintenant de Daniel Roy. Bonjour. Est-ce que le nouveau terrain de soccer à 7, il y aura des buts? Est-ce qu'il y aura des buts, en fait, au terrain de soccer à 7? Et si oui, de quelle taille seront-ils? Y aura-t-il des ligues sur ce terrain? En fait, la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il y aura des ligues qui vont jouer sur ce terrain ou seulement du jeu libre? Donc, on peut peut-être commencer par les buts. De quelle taille, s'il y en a, je crois que oui, quelle taille ils seront? Madame Mahoney? Oui, en fait, l'objectif, c'était vraiment justement de pouvoir permettre à l'association de soccer d'avoir un autre terrain normé pour pouvoir faire des parties. Donc, oui, il est prévu d'avoir des buts et c'est des buts normés pour des buts à 7 de la même façon qu'on a dans le terrain existant. Et dans le fond, les buts ne vont pas à l'encontre du jeu libre parce que les jeunes vont pouvoir y aller avec les buts autoportants. Là, pour les vraiment tout petits, ils ont des buts autoportants qui peuvent mettre et faire des plus petits terrains à même le soccer à 7. Donc, je pense que les deux peuvent être des usages mutualisables. Parfait. Et je pense qu'on a manqué le début de la question, mais est-ce qu'il y aura des ligues sur ce terrain ou seulement du jeu libre? Je pense qu'il y aura des ligues, là, si je comprends bien. L'objectif, c'est de pouvoir recevoir les deux, effectivement. Les deux, parfait, excellent. Maintenant, question de Christophe Part. Il serait vraiment intéressant de mettre un synthétique sur le terrain à 11 dans le futur, car le terrain Burling à 11 est vraiment le pire de l'arrondissement avec un anneau pour l'athlétisme autour. Il est constamment brûlé à partir du 15 juillet depuis 4 ans. Un terrain synthétique à Verdun serait prévu pour quand, essentiellement? Donc,
soit pour Mme Mahoney ou Mme Vallée, ou encore pour un élu. Je ne sais pas qui peut-être transmettre un terrain synthétique. Si vous me permettez de répondre. Oui, allez-y, monsieur. Une réponse politique, mettons. Ça avait été envisagé il y a quelques années. Malheureusement, on n'est pas allé de l'avant avec le projet pour de nombreuses raisons, mais un coût d'un pareil terrain est assez élevé. Là. Il y a 5 ans, 4-5 ans, lorsqu'on a fait l'analyse pour l'aménager au parc terrien, on était à peu près à 2,4-2,5 millions de dollars. Et ça ne comprenait pas un anneau d'athlétisme autour du terrain. C'est assez coûteux. Et puis, il y a aussi également des enjeux environnementaux. Il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'on a reculé il y a 4-5 ans. Mais on l'avait envisagé sérieusement. Moi, j'avais poussé pour ça parce que, étant ancien président de l'association de soccer, j'étais responsable du soccer pendant 9 ans à Verdun. Et puis, pour moi, c'était important. Mais bon, après, il y a eu plusieurs réflexions puis discussions avec mes collègues. On a reculé il y a 4 ans. Excellent. Et si vous me permettez, M. Tessier, je veux juste complémenter les commentaires de M. L'Heureux. Donc, comme M. L'Heureux a dit, il n'y a pas un consensus sur un terrain synthétique pour l'instant pour l'arrondissement. Ceci dit, il y a aussi l'étude, comme nos collègues dans le Sud-Ouest y ont fait pour la réfection du terrain de soccer et football dans le parc de la Vérandrée, un terrain qui est bien drainé avec un bon entretien. Donc, il y a une possibilité aussi d'avoir un terrain naturel, que beaucoup d'associations sport le demandent aussi pour des blessures, des accidents sur les terrains synthétiques. Donc, les gens favorisent un terrain naturel si on est capable de le faire avec une bonne drainage et un bon entretien. Donc, il y a des pistes de solutions et des options à regarder, mais on se penche là-dessus. Vous avez raison, on est en train d'étudier tout ça. C'était la dernière. Oui, allez-y, oui. Pour complémenter sur ma question, en fin de compte, le problème du terrain synthétique sur le sud-ouest à la Vérandrée, c'est qu'il est très peu utilisé parce que pour le préserver, justement, je pense que les gens ne veulent pas dépasser plus que 10 heures au niveau de l'arrondissement. Donc, les gens ne jouent pas sur ce terrain-là. Et actuellement, à la salle, je pense qu'ils en sont à construire leur 3e terrain synthétique. Donc, peut-être un partenariat avec un autre arrondissement pour pouvoir accéder à du synthétique, mais moi, étant joueur de soccer, je peux vous garantir une chose, je ne joue plus à Burling, je me suis blessé 2 fois. Je joue de temps en temps à Archambault, mais je vais régulièrement louer un terrain à la Chine, à Catalonia, parce que justement, tous mes collègues et joueurs de soccer sont comme moi, vieux, avec des vieilles articulations, et c'est le seul synthétique qui permet de jouer encore. Excellent. Merci c'est vraiment important de penser à le faire, non pas pour justement préserver les genoux des jeunes enfants et des vieux. Et des vieux aussi, sont importants aussi. Alors, merci beaucoup, M. Barth, pour votre intervention et votre commentaire. On enchaîne maintenant avec une autre question, cette fois-ci de Yann Roy. On revient maintenant sur les questions de façon verbale. Donc, M. Roy, la parole est à vous. M. Roy avait levé la main. Je ne sais pas si... Oui, non, en fait, c'est une question c'est une question qui ne concerne pas le basketball, mais bien le soccer. Est-ce que, en fait, pour avoir été aussi dans l'association et tout ça, puis avoir des enfants qui jouent au soccer, mais qui quittent l'arrondissement par faute, justement, d'installation, il ne faut pas se le cacher. Lorsqu'on devient à un certain âge, on doit jouer au soccer plus longtemps. Les arrondissements à proximité, à part le Sud-Ouest, mais si on parle à la salle, si on pense juste un petit peu plus loin, NDG, tout ça, ont tous des terrains synthétiques qui permettent la pratique. On peut aller chercher un 2 à 3 mois. Moi, ma question, c'est, il y a 2-3 ans, il y avait eu une motion qui avait été acceptée, ou du moins en cours à la ville par rapport à la contribution même de la Fondation canadienne pour l'enfance pour la contribution à ce projet-là. Qu'est-ce qui en est arrivé de ça? Parce que là, je suis un peu stupéfait d'apprendre que c'est mis sur la tablette. Là. Question peut-être pour Mme Auger. Oui, Mme Auger. Ben, en fait, je me souviens que c'était le grand défi de Pierre Lavoie, je pense, avec la Fondation du Canadien, qui avait annoncé 150 000. Mais 150 000, là, c'est une fraction du prix de ce que coûte. C'était pour la piste d'athlétisme, si je me souviens bien. Donc, tu sais, c'était un projet de, aujourd'hui, faire un terrain de soccer synthétique, mettons, à 11 joueurs avec une piste d'athlétisme, c'est facilement 7-8 millions, plus les coûts d'entretien annuels. Fait que le 150 000, je ne sais pas ce qu'il en a devenu, mais c'était pas une grosse contribution pour
Ça avait été annoncé en 2016, je me souviens, quand le grand défi de Pierre Lavoie était passé par Verdun. Mais c'est qu'on regarde à l'arrondissement voisin qui, avec l'agrandissement du cégep André-Laurando, auront accès à un nouveau, supplémentaire, un troisième terrain synthétique. Donc, c'est sûr qu'on va penser à ce que nos jeunes qui pratiquent le soccer pour débuter dans l'arrondissement quittent l'arrondissement à un certain moment, faute d'accès. Même chose au niveau des écoles secondaires, dans lesquelles l'école à proximité, Monseigneur Richard, ne peut jouer aucun match. En fait, de façon locale, doit toujours aller jouer à l'extérieur, faute de terrain. Et la saison de soccer au niveau des écoles, ben, ça se déroule à l'automne, au retour de l'école. Donc, on pense octobre, ça va même jusqu'au mois de novembre. Donc, je comprends, mais il y a plusieurs intervenants qui ont des besoins, selon moi, qui font en sorte que c'est un besoin qui est là depuis très longtemps et que j'ai l'impression qu'on ne fait que le reporter. Pendant ce temps-là, il y a des arrondissements qui vont de l'avant, qui sont à proximité, dans lesquels on perd des jeunes qui vont jouer dans ces organisations-là. Parfait. Merci pour votre commentaire, M. Roy. Je ne sais pas si Mme Mahoney veut rajouter quelque chose. Je crois que oui. Oui, en fait, c'est un bon commentaire, puis on en prend note. C'est sûr qu'un terrain synthétique, ça se planifie sur le long terme. J'aimerais quand même offrir peut-être juste une piste de solution, peut-être plus à court terme actuellement. Je pense que, et vous et moi, on a des enfants qui évoluent dans le soccer, et puis actuellement, on est très au fait qu'il y a une réforme très importante des clubs de soccer au Canada, et c'est à travers le Canada. Et dans le fond, l'idée d'aller chercher des clubs plus gros et plus forts qui comprennent plus d'un arrondissement, c'est quelque chose qui est en branle actuellement, qui se propage, et la salle fait partie des clubs qui viennent juste de recevoir leur division 1. Là. On l'avait déjà discuté. Et dans le fond, l'idée que Verdun, la salle, qu'il y ait une certaine collaboration, c'est peut-être une idée à explorer du côté plus court terme dans la collaboration interclub actuellement. Je pose la question, là, je sais qu'il y a des gens de soccer autour de la table ce soir, mais c'est quelque chose qui se fait dans tous les arrondissements actuellement. C'est comment mieux collaborer ensemble pour que les clubs puissent offrir des catégories d'âge, autant du côté des hommes que des femmes, à tous les niveaux, et qu'on puisse avoir une profondeur de soccer qui est intéressante au Québec. Surtout pour les plus vieux, les adolescents et les jeunes adultes. C'est que le problème se pose. Excellent. Écoutez, on aurait le temps d'une ou deux questions supplémentaires, si vous le voulez. Il est 20h38 et si vous avez d'autres questions. Et je tiens à rappeler également que tous les gens qui ont fait des commentaires dans le chat, évidemment, on prend tout ça en note ce soir, même si on n'a pas répété des fois certains des commentaires, mais je peux vous dire qu'on est tous yeux et toutes oreilles ce soir pour vraiment prendre en note tout ce qui est dit et tout ce qui est écrit également. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Si je ne vois pas d'autres questions, une fois, deux fois, trois fois, on va passer au mot de la fin. Je vais revenir après ça pour vous dire officiellement vos merci, mais je vais d'abord, moi aussi, à mon tour, vous remercier pour toutes vos questions, vos commentaires, vraiment très appréciés. On était une cinquantaine ce soir là, qui participaient et je pense que les gens qui ont été présents de la ville et de l'arrondissement ont été vraiment très à l'écoute de vos commentaires. Donc, merci beaucoup pour ces interventions-là ce soir. Et avant de moi conclure officiellement, je vais laisser la parole à M. Pierre Lheureux pour le mot de la fin officiel. Oui, merci beaucoup. Merci de votre présence. Ça a été une très belle soirée, très conviviale. J'ai beaucoup apprécié, nous avons beaucoup apprécié le ton de la conversation. C'était serein et puis il y a eu des beaux échanges. Je peux vous assurer que tous les commentaires qui ont été faits ce soir, soit par écrit ou bien par voix orale, seront colligés et puis recueillis, puis on va les synthétiser, on va faire une synthèse, puis on va les transmettre aux élus. C'est sûr et certain, il y avait des commentaires fort pertinents qui ont été faits ce soir. Donc, et puis je vous dirais personnellement que après la pandémie, là, après un an, moi, ça fait, je suis élu, puis je suis également professeur. Moi, je passe 12 heures par jour collé sur ma chaise. Je suis pas mal écœuré. Et je vous avoue que ce format de rencontre virtuelle le soir pour des assemblées publiques comme celle-là, c'est fort agréable.
Ça, c'est une chose qu'on va peut-être garder dans l'avenir parce que je vois peut-être de nouveaux visages, des gens qui peut-être ne seraient peut-être pas présentés en personne parce que les enfants sont à la maison. Ça nous donne une certaine flexibilité. Donc, peut-être que dans l'avenir, c'est un format qu'on risque de garder pour des consultations publiques puis des assemblées d'informations comme celle de ce soir. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Merci. Merci et juste beaucoup, pour, tout le monde. Oui, si on peut peut-être juste en complémentation en anglais. Donc, thank you everyone for your participation tonight. Like my colleague said, all of your questions and all of your comments have been taken into consideration and noted by our services. Nous allons, si vous avez d'autres préoccupations, on était ce soir vraiment concentrés sur le nouveau terrain de soccer et l'ajout du terrain de basket dans le parc. Ceci dit, toutes vos autres préoccupations, je veux juste vous rassurer, étaient menées dans les réunions de préparation pour ce soir. On savait, moi j'étais très conscient des questions qui allaient être déposées sur le stationnement, l'éclairage, etc., et l'achalandage. Donc, vous pouviez toujours nous contacter. Hein. Nous sommes accessibles, nous sommes vos élus du secteur. Vous pourriez nous interpeller. You can contact us by email. Et ça nous ferait plaisir de vous parler, de vous rencontrer pour parler de d'autres affaires ou que ce soir, il n'y avait peut-être pas nécessairement l'espace pour l'avoir, la conversation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'avoir autrement et dans d'autres forums. Donc, merci pour votre participation et j'espère que la prochaine fois qu'on le fait, il y aurait plus de participation, par exemple, des enfants. J'aimerais entendre nos enfants. Nos enfants, c'est toujours les parents et les adultes qui parlent pour les jeunes, mais on oublie souvent que les jeunes, ils ont de quoi à dire, puis on essaie toujours d'avoir leur participation, mais ce serait le fun qu'eux autres, ils comprennent, comme des résidents de Verdun, à quel point leurs interventions sont prises en considération. L'implication dans la vie civique, démocratique a un enjeu. Nos jeunes, il faut qu'ils soient impliqués. Pas toujours juste les adultes qui parlent pour eux autres, mais bravo quand même. Puis la prochaine fois, je vous encourage d'amener vos enfants à la soirée pour qu'ils posent des questions si possible. Merci beaucoup. Hein. Merci, M. Darnay. Écoutez, juste avant qu'on se laisse officiellement, il y avait M. Hacker qui avait levé la main. Je ne l'avais pas vu sur mon écran. M. Hacker, do you still want to ask your question? Oui, merci beaucoup. Juste rapidement, je veux juste souligner quelque chose. Je vais essayer en français cette fois-là. Qu'on parle souvent de les terrains de soccer. Puis, je veux juste renforcer avec tout le monde de l'arrondissement qu'il y a des autres sports qui sont pratiqués sur les terrains de soccer. Et je pense que c'est pas comme par exprès, mais de temps en temps, ils sont oubliés un peu. Il y a le rugby, c'est sûr. Moi, je suis un joueur de rugby et aussi des autres sports. Mais aussi Ultimate Frisbee, Gaelic Sports. Il y a beaucoup de comme des oui, exact. C'est comme des fringe sports qui sont pratiqués sur les terrains de soccer. Et je veux juste mettre le point que des fois qu'on entend tout le temps terrain de soccer, puis avec le block bookings partout à Montréal, que les organisations de soccer, ils ont des block bookings. Ça, c'est notre histoire, pas notre histoire, mais ça crée des triggers pour nous qu'on entend souvent les terrains de soccer. Donc, je pense que ça veut juste... C'est important de réfléchir et de penser que des terrains de soccer sont vraiment des terrains de multisport. C'est juste ce point-là. Parfait. Right on. Mme Mahoney, je pense qu'elle avait quelque chose à rajouter. Mme Mahoney? Bien, je suis d'accord avec ce que vous dites. En fait, c'est vrai que les terrains sont de plus en plus multi-usages. Les terrains, historiquement, de la manière qu'ils sont construits, sont aux grandeurs réglementaires du soccer. Donc, c'est d'où l'appellation des terrains de soccer. Mais de plus en plus, les arrondissements se dotent de terrains multi-usages qui sont des aires de dégagement plus grandes et qui peuvent aller chercher des différents buts également. Donc, c'est des terrains qui ont des grandeurs différentes, par contre, pour pouvoir avoir le terme multi-usage. Mais oui, on en prend note, puis on veut s'assurer d'être le plus inclusif possible. C'est très apprécié. Merci. Merci beaucoup tout le monde encore une fois là, pour vos interventions, vos questions. Merci également à tous les élus qui étaient avec nous ce soir, qui ont tenu à être présents pour vos interventions, pour être à l'écoute également des citoyens et citoyennes. Merci à Mme Mahoney, Vallée. Merci à tout le monde. En fait, je ne peux pas oublier personne là, qui sont intervenus pendant la période de questions. Tant qu'à moi, je vous rappelle que l'enregistrement de la présentation de ce soir, la première partie, pas la deuxième, sera mise en ligne sur le site de l'arrondissement de Verdun. Et vous pourrez également retrouver la présentation qu'on a fait ce soir. Donc, encore une fois, un projet dont vous allez sûrement
continuer à entendre parler encore pour les prochains mois. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée et on continue surtout de se protéger contre ce virus. Merci beaucoup et à très bientôt.